Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là avec nous. Pendant l'heure qui va arriver maintenant, donc, on va avoir la chance d'écouter donc trois interventions qui vont traiter chacune de retour un peu sur expérience, sur des mesures de biais de genre dans l'évaluation de la recherche et dans plus généralement aussi les bourses qui sont attribuées, ce genre de choses-là. Donc, les interventions vont être le fait donc, de trois personnes. Donc, on va écouter tout d'abord Monsieur Patrick Léana. Ensuite, on écoutera donc Monsieur Pascal Huguet. Et enfin, Monsieur Raphaël Beck. Mais je vais maintenant leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous partager les réflexions que leur ont amené l'observation des données qu'ils vont nous présenter. Bonjour. Il faut peut-être juste le mettre en mode diapositive. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci. Merci. Donc, en effet, je vais vous présenter des mesures de biais de genre dans l'évaluation. En fait, je vais vous présenter les premiers résultats d'un projet de recherche qui est en cours et financé par l'ANR, qui s'appelle GIGA, Gender Bias in Grant Allocation. Et c'est un travail qui est mené par une équipe à Strasbourg, et notamment par Emre Özel, Sila Özel et Stefano Bianchini, qui ont évidemment contribué largement à ce travail-là. Alors ce projet-là, il bénéficie aussi du soutien, on reviendra là-dessus, de l'European Science Foundation, et il se fait dans le cadre d'une équipe internationale, puisqu'on a des collaborations avec Maastricht, et puis y compris dans l'équipe de Strasbourg, elle est italo-franco-turque, ce qui explique en partie, et je m'en excuse, que la langue de travail est en anglais et les slides seront en anglais. Les slides, pour mémoire aussi, sont beaucoup plus complets que ce que je vais présenter, par manque de temps, si je puis dire, mais ça permettra, notamment sur les tableaux statistiques que je vais présenter, à ceux qui souhaitent prendre un peu de temps et les analyser plus en détail, de le faire par la suite sans trop de difficultés. Alors, comme je disais, c'est un projet qui est financé par l'ANR et qui bénéficie du soutien très, très fort de European Science Foundation, dans le sens où, et c'est là où l'opportunité fait le larron, nous a donné accès à des données qui, pour un chercheur, sont plus que rares, voire exceptionnelles, qui est de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations administratives et d'évaluation d'un grand programme qu'ils ont géré pendant plusieurs années. Et vous verrez très rapidement qu'on est loin de les avoir exploités. Ce programme, ce schéma de financement s'appelle EuroCourse, et j'y reviendrai en détail. Donc les partenaires, c'est l'Université de Strasbourg, l'Université de Nice et l'Université de Maastricht, avec des collaborations aussi du côté du Royaume-Uni. Alors, je ferai assez rapidement, enfin, le background, vous l'avez déjà mentionné depuis le début de cette séance, je ne vais pas y revenir, hein. C'est un sujet sur lequel, et ça a été rappelé aussi par Madame la Ministre, est un sujet qui devient important pour tous les organes de financement de la recherche, de manière très, très, très large. Et c'est un sujet qui a été pris en considération de manière de plus en plus explicite sur les dernières années. La littérature, elle est assez consistante, cohérente, dans le sens où elle montre bien l'existence d'un biais qui fait que, par exemple, la présence dans le système de scientifique des femmes est plus faible que celle des hommes,
que cette disparité, on la retrouve aussi bien, j'allais dire, au moment des recrutements et de la structure des populations et des employeurs. Ça a été montré, et des carrières, ça a été montré plus tôt ce matin par M. Bataille. Mais aussi, on le retrouve, j'allais dire, sur les outputs avec la productivité scientifique et les impacts. Et là, vous avez la liste, on fait une petite littérature, plutôt d'un point de vue d'économiste. Hein. Je n'ai pas dit au départ, on est une équipe d'économistes, et ça expliquera un peu aussi la façon d'aborder le problème. Mais quand on regarde cette littérature-là, on s'aperçoit que qu'on regarde les questions de carrière, de publication, de citation, de brevets, puisqu'il y a des brevets aussi qui résultent de la recherche, des salaires, de la formation de réseaux et de collaboration, et de l'évaluation et la prise de décision. On retrouve sous des formes assez différentes, mais on le retrouve des biais non négligeables. Nous, on va se focaliser vraiment sur l'allocation de financement sur projet dans un cadre d'un programme qui est en l'occurrence un programme européen. Et dans ce cadre-là, la littérature, elle est un peu plus controversée. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois des études où on retrouve que les femmes ont moins de succès, un taux de succès plus faible, mais d'autres études avec des corrections pour tenir compte d'autres types de déterminants semblent indiquer que ce biais n'est pas aussi important qu'on le dit. Donc il y a vraiment un caractère un peu mitigé de certains résultats. Il nous a aussi attiré notre attention pour pouvoir essayer de voir un peu ce qu'on pouvait voir à travers d'une base de données ou des données qui soient beaucoup plus riches et plus systématiques, comme vous verrez, que ce qu'on peut trouver dans ce type d'études dans la littérature. Alors évidemment, on retrouve les notions de stéréotypes qui jouent à plusieurs niveaux dans le processus de sélection des projets et qu'on trouve dans la société en général. Et évidemment, l'académie n'est pas exempt de ces stéréotypes. On voit bien qu'il y a dans les évaluations des présupposés sur le profil genré, sur les profils genrés. On voit aussi qu'il y a aussi probablement des discriminations comment dire, pratiquement explicites, avec des dépréciations, même si de plus en plus on les voit moins apparaître, mais tout de même. Et puis, il y a ce qui est beaucoup plus intéressant du point de vue de l'analyse, l'existence, et probablement aussi plus important dans les faits, qui est l'existence d'une discrimination, de biais implicites, au-delà de ce que peut-être les acteurs eux-mêmes ont conscience lorsqu'ils prennent notamment les décisions d'évaluation des projets et de financement. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est grâce à cette étude, c'est de pallier un certain nombre de manques qu'on a pu repérer dans la littérature. D'abord, bon, je reviendrai sur les données. Et le fait que les études sont très souvent sur des données très, très parcellaires, alors soit fragmentées, très, très ponctuelles dans le temps, ou très spécifiques à certaines disciplines ou à certains pays. Là, on a la chance d'avoir des données qui sont beaucoup plus génériques et sur une période qui est longue. Il y a peu de travaux sur les aspects d'équipe. On parle beaucoup de biais pour le porteur de projet, par exemple. Les statistiques qu'on a pu voir ce matin déjà, on parlait des porteurs de projet. Or, un projet, c'est pas qu'un porteur, c'est aussi une équipe. Et puis, on a peu d'études sur le caractère séquentiel du processus de décision, notamment les grands projets, notamment européens, mais pas que. L'ANR aussi, de plus en plus, sont des processus avec étapes, et il est aussi intéressant de voir si, en fonction de la nature de l'étape, on peut avoir des mécanismes de biais qui soient différenciés. Et pour pouvoir agir, je crois qu'il est important d'en tenir compte. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire dans cette étude-là, c'est de pallier un certain nombre de ces difficultés grâce au fait qu'on a un ensemble de projets
qui sont européens, donc on pourra traiter la dimension nationale, différence nationale sur un même appel d'offres. On a l'ensemble du processus, du début à la fin, et puis on a commencé à utiliser aussi l'analyse du langage utilisé par les rapporteurs, entre autres, puisqu'on a eu accès également au rapport des référés, ce qui est aussi, par exemple, une des richesses des données qu'on a pu utiliser. C'est pour ça que je dis encore, on est très reconnaissant à European Science Foundation de la confiance qu'ils nous ont accordée en nous donnant l'accès à des données qui sont habituellement très, très confidentielles. Alors, le programme lui-même, très rapidement, c'est un gros programme avec plusieurs milliers de chercheurs sur toute l'Europe. C'est interdisciplinaire, avec les champs disciplinaires qui vont des humanités, des sciences sociales, jusque à, alors je sais pas, jusque, c'est peut-être pas le bon terme, ça voudrait dire qu'il y a une gradation, jusqu'aux mathématiques et à la physique, en passant par les sciences de la vie. Il y a à la fois des événements de type réseau et surtout comme on a les données complètes des individus, que ce soit les équipes, que ce soit les porteurs, que ce soit le nom des référés, le nom des membres de panel, etc. On a pu aussi compléter ces données grâce à l'appareillement des données de publication, par exemple, et des institutions qui abritent ces chercheurs. Alors, le processus, comme tous les processus européens, c'est compliqué. Alors, l'European Science Foundation, je crois, est encore plus compliqué que j'allais dire, les projets de la Commission européenne, par exemple, puisque le projet, c'est un ensemble d'équipes qui doivent être d'au moins 3 pays. Et on a en fait trois étapes qui se succèdent. Tout d'abord, les projets sont évalués sur la base d'un premier document, qui est une proposition initiale qui est très court, hein, puisque elle fait à peu près 3 pages, et le premier panel vous autorise ou non à faire une proposition complète, un full proposal, qui sera envoyé pour une deuxième étape à des référés qui évalueront le projet complet. À partir, entre autres, de ces projets complets, des rapports, des référés, et le panel d'experts regarde à la fois les évaluations et les projets et font une proposition de financement, donc qualifient pour financement, retiennent pour financement certains projets, et c'est in fine les agences de financement nationales qui décident si oui ou non elles suivent l'avis du comité. En fait, le comité fait un classement des projets, et puis sont financés par les agences nationales, ceux qui retiennent l'attention nationalement dans l'ordre proposé par le panel. Alors, ce que nous, on a fait, je ne vais pas rentrer en détail, c'est pour chacune des étapes de collecter l'ensemble des données, que ce soit le texte des propositions initiales, les fameuses 3 pages, les informations sur ceux qui ont proposé, alors à la fois les projets retenus et les projets non retenus. On a dans ces projets la liste des membres de recherche, des chercheurs, les partenaires associés lorsqu'il y en a. On a également la composition et des experts des panels, et puis les rapports des référés, le ranking proposé par le panel, évidemment la composition du panel, du deuxième panel, et in fine, on a également les décisions de financement ou non. Donc, ce que nous, on a pu faire jusqu'à présent, alors c'est un processus, hein, on est à la fin de la première année de ce financement ANR pour ce projet. Il nous reste un peu moins de 2 ans pour terminer. Pour l'instant, on a traité essentiellement la phase centrale du processus, sachant qu'en amont
On va regarder également et faire des comparatifs entre ceux qui font une proposition et ceux qui n'ont pas fait et qui auraient pu potentiellement faire. Et puis, on n'a pas analysé en détail les décisions in fine de financement. Vous avez là la liste des variables que l'on a retenues. Alors, on a regardé toutes les étapes. La première étape, c'est de savoir si oui ou non le projet initial ou le pré-projet est retenu. Après, évidemment, on a le ranking, enfin la note, ou les notes plutôt, puisqu'il y a plusieurs notes données par les référies. Après, on a ce qu'on va faire un peu spécifique, l'analyse des textes des référies. Et puis, si oui ou non, finalement, le projet complet a été retenu. Et on qualifie et on regarde un certain nombre de déterminants de décision, que ce soit les caractéristiques de ceux qui font la proposition, des candidats, que les caractéristiques des panels ou les caractéristiques des référies externes. Alors, passer assez rapidement sur les résultats un peu comment dire, globaux de statistiques descriptives. On retrouve les caractéristiques qu'on a déjà vues ce matin, qu'on a un taux de féminisation des équipes comment dire, selon les étapes du processus de sélection qui diminue. C'est-à-dire que l'inégalité s'accroît, la représentation des femmes dans les équipes retenues aux différentes étapes décroît, qu'on regarde cela au niveau de la présence, c'est-à-dire au moins une femme dans l'équipe, que ce soit celui du pourcentage de femmes dans l'équipe. Dans les deux cas, de deux dimensions, on s'aperçoit que ça décroît avec le processus de sélection. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que on a le phénomène est assez contrasté par discipline, puisqu'on s'aperçoit que là où les différences sont les plus importantes, les biais sont les plus importants probablement, c'est dans les disciplines physiques et ingénierie. C'est pas de grande surprise. Les sciences humaines et sociales sont là où les taux sont les plus élevés. Mais dans les trois catégories de disciplines, enfin un groupe de disciplines, on s'aperçoit que le processus de réduction du pourcentage est évident, même si dans les sciences humaines et sociales, c'est moins accentué que, par exemple, dans les sciences physiques et ingénierie. Alors, ce qu'on va faire, c'est à la fois pour chacune des étapes de regarder quelle est la probabilité de succès, enfin du résultat, et de regarder quels sont les déterminants du succès, soit en termes de notes, de scores donnés par les référies, ou que ce soit la probabilité de succès. Et plus original par rapport à ce qu'on existe dans la littérature, c'est de faire l'analyse d'au moins 2 questions qui sont posées aux référies et des textes qui vont avec concernant la qualité et le mérite des candidats. Par une analyse des textes, en essayant de mesurer la positivité ou la négativité du texte proposé par les référies, et voir si dans les remarques faites par les référies, on trouve aussi des éléments de biais de genre. Bon, ça, c'est juste une slide pour présenter un peu comment les logiciels, les algorithmes qu'on utilise permettent justement de mesurer la positivité ou la négativité, le degré négatif des remarques. S'il y a des questions, je pourrais revenir plus en détail. Alors, je ne sais pas ce qui me reste comme temps, mais quelques résultats. Alors, vous les pouvez, je rassure tout de suite au départ, les tableaux sont complexes, vous pouvez les regarder, vous aurez tous en détail, je ferai un résumé à la fin.
La première chose qui frappe, alors on a fait l'analyse à la fois sur l'ensemble de l'échantillon, toutes disciplines confondues, et puis on a des résultats aussi disciplines enfin, groupe de disciplines ou domaines scientifiques par domaine de scientifique, et on verra que cette distinction par discipline est cruciale pour comprendre et voir les différences. La première chose qui est frappante, c'est que lorsqu'on regarde les résultats de la première étape, c'est-à-dire si oui ou non le projet est accepté pour soumettre un projet complet, la sélection des pré-projets, on s'aperçoit que la composition des équipes, et plus l'équipe est féminine, dans le projet, moins la probabilité de passer l'étape, ce stade-là dans le processus est importante. Donc, avoir une équipe féminine désavantage, diminue la probabilité de passer cette première étape, alors que d'autres facteurs sont plutôt favorables. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que l'expérience d'avoir déjà réussi dans ce programme-là européen est très, très fortement positif dans ce processus. Ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a menée, c'est d'avoir l'ensemble des déterminants possibles et du coup de pouvoir mesurer l'impact d'un biais de genre indépendamment de d'autres facteurs qui pourraient les expliquer. Quand on regarde la deuxième étape, on s'aperçoit là aussi que, quelle que soit la spécification du modèle, le fait d'avoir une équipe féminine induit une réduction de la probabilité d'avoir une bonne note, si je puis dire, au projet. Comme c'est quand même très important dans l'évaluation du PNL final, c'est non négligeable. Ce qui est assez naturel, on retrouve par ailleurs que la productivité passée, les publications passées de l'équipe jouent à un effet positif, ce qui est quand même un peu rassurant lorsqu'on parle de sélection de projets scientifiques. Ce que vous avez fait dans le passé, ça joue. De même, ce qui est plus surprenant, on a la proximité cognitive de l'équipe qui soutient le projet par rapport au domaine de compétences du panel, enfin des référés, et joue négativement. Voilà. Donc on a une qualification possible aussi au niveau au niveau des disciplines. Alors là, vous avez les résultats pour le cas de la physique et des sciences de l'ingénieur, qui seront assez en ligne avec les résultats globaux. Plus surprenant, la qualification est différente lorsqu'on va dans les sciences de la vie. Dans les sciences de la vie, le fait d'avoir un PI, enfin un leader du projet féminin joue négativement, donc montre qu'il semblerait un biais. Par contre, la composition de l'équipe, plus l'équipe est féminine, si je puis dire, plus la probabilité de passer le cap est forte. Alors que dans les sciences humaines et sociales, et je vais terminer là-dessus, pour ce qui est de cette partie des résultats, les biais n'est pas statistiquement significatif, que ce soit au niveau du porteur de projet ou du porteur ou de la féminisation, enfin, d'agrès féminin ou non de l'équipe. Donc, premier résultat important, c'est vraiment de voir, il est important de qualifier les disciplines et de regarder de manière beaucoup plus fine le processus. D'autre part, que le biais se fasse au niveau du leadership de l'équipe ou de la composition de l'équipe. Je pense que c'est important de faire cette différenciation parce que ça veut dire que les mécanismes en œuvre derrière l'existence de ce biais est probablement différent. Et les enseignements qu'on peut en tirer sont probablement différentes. L'autre point qu'on essaye de faire émerger, c'est de regarder plus en détail les textes utilisés par les référés. Donc, au niveau à la deuxième étape,
les référies répondent à un questionnaire et ils notent les différents avec des commentaires. Ce texte-là, on l'a analysé avec des algorithmes. On en a fait plusieurs pour être sûr que les résultats ne sont pas trop dépendants du type de la nature de l'algorithme et les résultats sont assez cohérents, assez systématiques. C'était d'essayer de voir dans les textes si le fait d'avoir un leader dans le projet, femme ou homme, avait un impact sur les connotations positives ou négatives des commentaires que l'on trouve dans les textes. Et on s'aperçoit, alors ça c'est les graphes, mais ce qu'on aperçoit surtout, c'est qu'il n'y a pas de biais. C'est-à-dire que autant on trouve un biais dans les résultats, dans les notes, autant lorsqu'on regarde les textes, ce biais-là n'apparaît pas. Et ça nous paraît un des résultats intéressants, enfin, préliminaires, hein, puisque, comme on dit, on est à la fin de la première année, on a encore 2 ans devant nous, il va falloir revérifier une partie des choses. Mais on a fait toute une série là vous avez la liste, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, de tests, de robustesse, des résultats que l'on a fait. On s'aperçoit que il y a ce hiatus entre ce sentiment analysis, enfin cette analyse des textes et les résultats, ce qui veut dire que malgré le fait qu'on fait les mêmes commentaires, un projet féminin pour faire court et par rapport à un projet masculin, on empêche les référies donnent une note plus faible au projet féminin par rapport aux notes des projets masculins. Ce qui est d'après nous, et c'est les premières interprétations qu'on commence, parce qu'on a à peine les résultats, l'interprétation, il faut la faire mûrir, encore qu'il faut faire un certain nombre de vérifications complémentaires, mais ça semblerait dire qu'il y a vraiment une différence entre le discours, y compris écrit, d'évaluation et la manière dont on rédige le texte et justifie sa note, et la note que l'on donne. Et que derrière, c'est peut-être une façon de mesurer les biais implicites qui ne sont pas forcément, exprimés, mais qui apparaissent par la notation que le référé finit par donner, si je puis dire, au projet et qui lui fait apparaître éventuellement, selon les disciplines, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension disciplinaire, qu'on retrouve dans les biais statistiques que l'on peut trouver au niveau des succès de projets, que ce soit à la fois le succès au niveau de la première phase ou des notes des référés. Voilà. Donc, évidemment, il y a la troisième phase qui est finalement le financement ou non, enfin, la proposition de financement du deuxième panel. Et là, on s'aperçoit que le biais disparaît quasiment. C'est-à-dire qu'une fois, j'allais dire, les biais se sont exprimés d'une manière ou d'une autre dans les premières phases, au niveau de la décision finale, dans le panel des projets qui sont encore en compétition à la dernière phase, le biais de genre n'apparaît plus. Il a été certainement il s'est exprimé s'il existe dans les phases antérieures. Et là aussi, je pense que avoir pu et pouvoir analyser dans le temps le processus de sélection avec les différentes phases permet de voir aussi, de situer dans le processus les modes d'expression de ce biais de genre dans le processus d'allocation, enfin d'attribution de financement de projet. Alors tout ça, ça a été contrôlé par pays, par discipline et autres, de manière à vraiment essayer d'avoir une vision aussi précise de ce biais. Il nous reste encore pas mal de travaux à faire pour vérifier, évidemment, voir également la toute dernière phase qui est la décision finale des agences nationales, hein, finalement, pour être proposé par le panel aux autorités nationales. Au niveau national, la décision ne suit pas forcément l'avis du panel international européen. Et puis, en amont, comme je disais, l'autosélection potentielle est probable
enfin de ce que dit la littérature, entre ceux qui auraient pu candidater et ceux qui ont candidaté, pour voir s'il n'y a pas déjà une autosélection, même avant même que tout ce processus-là ne s'enclenche tel qu'on a pu. Et là, nos collègues de Nice et de Maastricht sont en train de travailler sur cette dimension-là, qui nous paraît critique pour pouvoir vraiment avoir l'ensemble du processus de financement de la recherche entre l'autosélection au départ et la décision finale des autorités financières du système de financement de la recherche. Alors, je vous remercie pour l'attention. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Je m'en excuse par avance. J'espère que ça n'empêchera pas d'avoir quelques questions tout de même.